Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct 100% haute définition. Comme chaque jour, on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zapp Élysée, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des territoires. À Toulouse, une sirène a retenti hier à 10h17 précise sur le site de l'ancienne usine AZF. Élus et associations de sinistrés ont rendu hommage aux victimes du 21 septembre 2001. Une explosion qui, vous le savez, avait fait 31 morts et 2500 blessés. Le 3e procès se tiendra à Paris à partir de janvier 2017. C'est un reportage de Ludovic Brimboeuf pour Médias du Sud. Les sirènes de l'émotion ce matin sur le site de l'ancienne usine AZF. Il y a 15 ans, cette catastrophe causait la mort de 31 personnes, blessées des milliers d'autres. Un vrai désastre humain et matériel à Toulouse. Ce matin, place au recueillement avec dépôt de gerbes et lecture des noms des 31 victimes. Michel Faré, Louise Fritsch. Le 3e procès est prévu en janvier prochain, mais cette fois-ci à la Cour d'appel de Paris. Un choix qui ne plaît pas aux Toulousains. Ce qui est regrettable d'ailleurs que ça se passe à Paris, on aurait préféré que ça se passe à Toulouse, ce qui aurait été quand même beaucoup plus logique. Et voilà, on espère que la conclusion finale on ressortira d'ici là. Ça traîne et voilà. Ça traîne un peu trop à mon avis, mais enfin bon, il y a beaucoup de sous en jeu sûrement. Je pense comme beaucoup de personnes, on aimerait bien savoir la vérité. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que il faudrait que ce procès se fasse ici à Toulouse et non pas à Paris comme il a été programmé. La vérité et la justice, ce sont les mots qui reviennent le plus dans la bouche des représentants des associations. Nous sommes très respectueux des décisions de justice. Nous irons là où il faudra. La seule condition, c'est que nous voulons qu'on nous explique exactement ce qui s'est passé et que l'on nous dise enfin la vérité. Où que ce soit, nous serons au rendez-vous. Je suis relativement serein, car pour m'être investi comme je l'ai fait pendant des années, je ne pense pas qu'il puisse échapper à n'importe quel tribunal que l'industriel est fautif. Qu'il soit condamné, c'est peut-être ambitieux de le dire. 15 ans après, les Toulousains n'ont qu'une question en tête. Pourquoi cette explosion ? L'accueil des migrants de Calais divise toujours la droite. Hier sur place, Nicolas Sarkozy, qui souhaite, s'il est élu à l'élection présidentielle, renégocier les accords du Touquet, a confirmé son opposition au plan Cazeneuve de démantèlement de la jungle. On l'écoute, reportage de Caroline de Wichten pour UEO TV. La première décision, c'est le rétablissement systématique des contrôles à toutes nos frontières. Vous le comprenez ? La question n'est pas de vider la jungle pour la mettre dans 1000 endroits, dans 100 endroits ou dans 10 endroits. Parce qu'une fois la jungle vidée, si les frontières restent des passoires, dans 6 mois, je reviens à Calais et c'est la même chose. Toujours sur le sujet des migrants, direction Rhône-Alpes, où le maire socialiste de Villeurbanne tacle le président de la région, Laurent Wauquiez, radicalement opposé à l'arrivée de 1800 migrants. Un reportage de Bertrand Frachon pour TLM Télé Lyon Métropole. Si Laurent Wauquiez a fait connaître sa vive opposition à l'arrivée dans notre région de 1800 migrants dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais, ce n'est pas le cas du maire de Villeurbanne. Jean-Paul Brett prend en effet position sur ce dossier et tacle au passage le président de région. Oui, la polémique, c'est lui qui l'a créée. Et il l'a créée d'une manière très hystérique. Enfin, il hystérise une situation qui n'a pas lieu d'être. C'est vrai qu'à Villeurbanne, on a d'une part cette tradition d'accueil. Je crois qu'on a une ville aussi qui est une ville qui s'est faite à travers une tradition de migrants qui sont venus, mais depuis plus d'un siècle, sont venus dans cette ville, qui ont travaillé, qui ont habité. La situation n'est pas la même qu'avec ceux qui aujourd'hui peuplent la jungle de Calais, mais ça reste un petit peu, si vous voulez, un peu dans les gènes de notre ville. Sur le terrain, c'est l'association Forum Réfugiés qui accompagne les migrants à leur arrivée. Et selon ses responsables, il n'y a là rien d'insurmontable.
Alors, on parle de 1800 personnes au total, mais en fait, en termes de création de places nettes, on est plus à 1400 places à créer sur les 12 départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. On parle de 250 personnes dans le département du Rhône, et sur la métropole, ce sera une partie de ces 250. Enfin, nous parlons en tant que professionnels de l'asile, qui accompagnons ces personnes au fil de l'eau, 365 jours par an. On est dans quelque chose d'absolument facile à absorber. Loyer trop élevé, transport trop cher, le coût de la vie continue de grimper pour les étudiants à la rentrée 2016. On part à Bordeaux, la capitale girondine est la deuxième ville française après Paris, où la facture est de plus en plus salée pour les étudiants. Un reportage de Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde. Pour cette rentrée 2016, le coût de la vie, selon l'UNEF, a augmenté en moyenne de 1,23% pour les étudiants et en particulier pour les étudiants bordelais. Ils cumulent en effet une augmentation de leur loyer de près de 5% et de leur abonnement annuel de transport de 7,5%. Sachant que le loyer représente plus de la moitié des dépenses des étudiants, la facture est lourde pour les étudiants bordelais avec cette hausse record. Certes, le loyer moyen, 490 €, reste moins élevé qu'à Lyon ou Paris, mais plus cher qu'à Montpellier et surtout qu'à Toulouse, qui voit même ses loyers baisser cette année. Autre triste record donc pour Bordeaux, la hausse du coût des transports. Mais à 225,6 €, l'abonnement annuel reste inférieur à celui de la plupart des grosses villes universitaires, sauf, encore une fois, Toulouse, qui maintient cette année encore un tarif privilégié de 100 € par an pour les moins de 26 ans. Certes, le gouvernement a gelé cette année les dépenses obligatoires des étudiants, mais il faut ajouter toutes les autres dépenses, complémentaires santé, frais d'agence, assurance, matériel pédagogique, alimentation bien sûr, sans oublier les loisirs et la culture. Le coût de la vie reste cher pour une partie des étudiants. D'après l'UNEF, la moitié sont obligés de travailler, dont un tiers à temps plein, au détriment de leur temps d'études et parfois de leur santé. 12% ont contracté un prêt, 11% sont considérés comme pauvres et 28% sont boursiers, avec 550 € par mois au maximum. Au final, toutes dépenses confondues, c'est Limoges qui remporte la palme de la ville la moins chère pour les étudiants, 655 € par mois. Et Paris, celle de la ville la plus chère, avec 1156 € par mois. Bordeaux arrive en 6e position, juste derrière Lyon, avec 831 €. Hier se déroulait partout en France la journée nationale de la qualité de l'air. Lancée en 2015 par le ministère de l'Environnement, cette journée a pour but de sensibiliser les citoyens aux effets néfastes de la pollution sur la santé et à la nécessité de respirer un air de bonne qualité. Fleur de Bourg pour Campagne TV. L'air, un enjeu sanitaire, environnemental et économique majeur, voilà le message que veulent faire passer les experts du laboratoire central de surveillance de qualité de l'air. L'air est un enjeu environnemental, économique et je dirais même de société parce qu'il peut avoir un impact très fort sur notre santé et sur l'économie d'un pays. En France, on estime que 42 000 morts par an sont dues à des pollutions dues à la mauvaise qualité de l'air. C'est 12 fois plus que les accidents de la route. Le coût de la pollution de l'air pour un pays comme la France, notre pays, est de l'ordre de 100 milliards d'euros. Selon un rapport en 2015 de la Banque mondiale, la pollution atmosphérique est désormais le 4e facteur de décès prématurés dans le monde. Au total, les maladies liées à cette pollution seraient responsables d'un décès sur 10. Pour cette journée nationale, la Maison du Poumon à Paris proposait des tests du souffle pour montrer l'impact de la pollution sur les poumons. Cet appareil mesure 3 éléments du souffle. Les tests sont encadrés par un pneumologue de la Fondation du Souffle qui explique les résultats aux participants. Il montre que vous avez un capital respiratoire qui est tout à fait satisfaisant. Les enfants, les personnes très âgées, les sujets à risque souffrant de maladies asthmatiques, de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'insuffisance respiratoire, ces personnes sont plus à risque d'avoir un effet néfaste de la pollution. Mais tout le monde doit être conscient des risques de la pollution et adopter des comportements collectifs et des comportements individuels bénéfiques pour la santé. Pour sensibiliser les plus jeunes à la problématique de la pollution, France Nature Environnement présente sa nouvelle bande dessinée.
Celle-ci propose des explications illustrées et permet la réflexion des enfants sur le sujet de l'environnement. Si cette journée a pour but de sensibiliser les citoyens à la qualité de l'air, elle vise aussi à inciter les pouvoirs publics à s'intéresser de plus près aux impacts de la pollution sur la santé et à envisager des perspectives pour l'avenir. On termine ce journal avec des basketteuses. Elles sont lyonnaises et elles font les vendanges pour cultiver l'esprit de groupe. Un reportage de Leïla Kassi pour Télé Lyon Métropole. Le bruit des sécateurs résonne de nouveau dans le Beaujolais où les vendanges ont commencé depuis 3 jours. Des vendanges un peu particulières ce matin à Quincier puisque ce ne sont pas des saisonniers mais les joueuses du Lyon Basket qui ont ramassé les raisins. Pour certaines, une véritable découverte. On ne s'en rend pas compte comme ça mais faut se baisser, les positions c'est pas trop bien pour le dos. Le sportif de haut niveau quand même. Et puis pour le coup, un peu torticolis mais c'est pas simple. Ça a l'air simple mais c'est pas simple. C'est une bonne idée, déjà en plus on est en plein air, on est tout ensemble, on est dans l'effort tout ensemble, un peu comme sur le terrain, parfait. Développer l'esprit de groupe, c'est justement l'objectif recherché par l'entraîneur. Tu vois, il y a trop de talent. Ça nous sort du cadre du terrain, voilà, où on est au quotidien. Et pour nous, c'est une journée de cohésion en même temps. Et au bout de 3 heures, le résultat est là. 326 kilos de raisins récoltés par les basketteuses. Une vendange, pour être honnête, plutôt modeste en quantité, mais excellente dans l'état d'esprit, selon les viticulteurs à l'origine de cette initiative. Les raisins sont mûrs, il n'y a pas de pourriture, il n'y a pas de rose, donc du coup, vous avez voilà. C'est la meilleure note. Ah, bon. C'est vraiment un joli moment à partager ensemble. Bon, il y a eu de la participation, il y a eu de l'intérêt, beaucoup de questions, donc ce qui prouve qu'il était important de faire cette opération. Quant à la dégustation, il faudra faire preuve de patience. Les vendanges se poursuivent durant 3 semaines. Voilà, avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, une revue de presse de vos journaux ce matin. On commence ce matin avec l'écho de la Haute-Vienne. L'accueil des migrants débattu au Sénat, c'est appel aux élus locaux, la une de l'écho de la Haute-Vienne. Les sénateurs ont auditionné le ministre de l'Intérieur. Ils ont examiné les conditions d'accueil dans les municipalités et Bernard Cazeneuve a affirmé que l'État financerait les dépenses communales induites. Pour la dépêche du midi, primaire à droite, mode d'emploi. 7 candidats ont été retenus pour les primaires du 20 et 27 novembre et la dépêche du midi explique pourquoi et comment. L'Indépendant, le journal catalan, ce sont les vignerons au bord du gouffre avec des vendanges catastrophiques dans la région. On passe au courrier Picard, c'est sur les impôts fonciers la une aujourd'hui. Amiens boit toujours la taxe, titre humoristique pour indiquer qu'Amiens fait toujours partie des villes où le taux de taxe foncière est le plus haut. Et il y a dans ce journal aujourd'hui des exemples détaillés au fil des quartiers de la ville. Pour le Parisien, c'est les entreprises face à la religion. Vous le savez, un problème de société. 65% des salariés français disent avoir observé des faits religieux sur leur lieu de travail. Une réalité qui oblige les employeurs à s'adapter chaque jour. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Dans la Voie du Nord, aujourd'hui, du mieux dans l'air. Dans cette région, ça va mieux, même si des progrès sont encore nécessaires. Et c'est le point sur la qualité de l'air dans cette région française. Enfin, on termine par l'Union de Reims, qui est un nouveau partenaire de Territoire d'Info à partir d'aujourd'hui. L'Union de Reims, dont la rédaction est dirigée par Sébastien Lacroix, s'interroge sur la sélection en fin de licence à l'étude. Des universités là-bas ont été examinées et ils montrent qu'il existe une sélection entre la première et la seconde année de master et que les étudiants commencent un cycle sans l'achever. L'État cherche une solution donc dans l'Union de Reims, nouveau partenaire de Territoire d'Info à partir d'aujourd'hui. Voilà, on passe au débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale et magazine. Et j'accueille aujourd'hui
3 invités. On va commencer par Michel Urvois de Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Merci Cyril. d'être avec nous sur ce plateau. Pascal Jalabert du groupe EBRA. Alors le groupe EBRA, c'est multiple. Le Progrès, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace, le Dauphiné, le journal de Saône-et-Loire, Vosges Matin, l'Est républicain, le bien public. Merci Pascal Jalabert de représenter le groupe EBRA. Et enfin Thierry Dupont. Bonjour Thierry. C'est la deuxième fois que vous venez dans cette matinale d'info et vous êtes responsable de l'Express Ville. On le sait moins, mais il y a des éditions locales dans l'Express et vous représentez ce journal aujourd'hui avec nous. Alors on va tout de suite passer au thème de ce débat des éditorialistes. C'est 3 personnalités issues de vos régions respectives qui sont dans l'actualité ce matin. Alors on va commencer par Michel Urvois, Ouest France, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, président du Conseil régional de Bretagne et la star du quinquennat Hollande. Alors comment les Bretons vivent ça? Alors pourquoi il est la star du quinquennat Hollande? On va le rappeler. C'est que François Hollande l'envoie dans les heures qui viennent en Inde, qui valide la commande de contrats de 36 Rafales. Et ça a des conséquences forcément économiques importantes et pour les Bretons aussi. C'est le plus gros contrat à l'export pour le Rafale. Un contrat qui vient après d'autres parce qu'en 2015, déjà, Jean-Yves Le Drian a été le plus grand VRP de France, a battu tous les records à l'exportation. C'est un homme qui fait à la fois qui fait la guerre, qui fait de la politique et qui fait du business. La guerre, je ne reviens pas sur l'actualité récente, l'Afrique, la lutte contre Daesh, etc. La politique, c'est évidemment c'est la politique nationale d'une certaine manière et c'est la politique régionale en s'offrant le luxe de se priver d'un certain nombre d'alliés qui, dans d'autres circonstances, pourraient être gênants. Et puis le business, donc je l'ai dit, avec les ventes d'armes. Alors évidemment, ça starifie un peu cet homme modeste, car il est modeste. Il n'est pas vantard. Il s'attendait, il était prêt pour ça. C'est dans les tuyaux depuis des années, cette affaire. Ces affaires, elles ont même parfois été annoncées par des dirigeants précédents alors qu'elles n'étaient pas négociées. Non, Jean-Yves Le Drian est un homme de contact et de confiance. C'est quelqu'un qui sait établir la confiance parce qu'il respecte les gens, parce qu'il respecte les peuples, les pays. C'est-à-dire un des rares socialistes le mieux élu. Le mieux élu. Mais attention, il est une star, mais il peut y avoir un revers à la médaille. D'abord, tout le monde n'apprécie pas le fait que l'on vende des armes. Il y a le pacifisme est un mouvement fort. 7 milliards d'euros de contrat. 7 milliards pour ce contrat-là. Les écologistes n'apprécient pas nécessairement. Il fait sans les écologistes oui, mais à la région. Europe Écologie Les Verts. Oui, mais enfin, bon, les écologistes, spécialement dans l'Ouest, ne sont pas tous des amis de Jean-Yves Le Drian, c'est le moins que l'on puisse dire. Puis il y en a qui commencent à dire que ses responsabilités nationales et internationales font que les services de la région ne sont pas tout à fait au top. Donc, on le voit beaucoup en mieux. Bretagne, il vient beaucoup. Très régulièrement, oui. Il passe au minimum 2 jours dans la région. Enfin, il doit avoir des emplois du temps dément, parce qu'il part en Inde, dément. Mais je pense qu'on est à la limite. Non, parce que c'est quelqu'un, vous savez, c'est un peu, je ne sais pas si l'image est bonne, c'est un peu comme les diesels, quoi. C'est quelqu'un qui consomme peu et qui roule longtemps. Ça va pas plaire aux écologistes. Alors voilà. Alors, la personnalité qu'a retenue Pascal Jalabert dans sa région, alors c'est Hervé Mariton, il est d'ailleurs l'objet d'un focus dans les pages de l'ensemble des journaux du groupe EBRA, chez vous. Mais c'est le Dauphiné libéré qui, évidemment, est en pointe, puisqu'il est député de la Drôme et il a raté la marche des primaires. Oui, alors franchement, on peut comprendre sa déception, parce que ça fait 6 mois qu'il travaille sur un projet, un programme. Il a chiffré 100 milliards d'économies. Quasiment poste par poste. Il a passé tout l'été avec son équipe à collecter des signatures, à bâtir en parallèle un programme. Il pensait avoir franchi les seuils nécessaires. Et puis là, au dernier moment, pour une poignée d'adhérents qui n'ont pas payé leurs cotisations ou qui ont signé 2 bulletins au lieu d'un, il se retrouve éliminé. C'est la cruauté de la politique. Alors, on a beau être blindé, on peut comprendre que ce matin, il soit très déçu. Et d'ailleurs, hier, des proches d'Alain Juppé et de Bruno Le Maire nous disaient qu'il va manquer au débat parce que c'est un homme de chiffres, c'est un polytechnicien, c'est un homme précis, c'est un homme qui sait parler, qui sait expliquer aux Français.
Donc voilà. Mais alors comment c'est pris sur place? Parce qu'il est maire de Cré, dans la Drôme. Beaucoup de parrainages sont venus de militants de la Drôme. Comment c'est pris sur place Oui, alors là aussi il y avait une ce limite, ratage de marche, puisque vous aviez une limite de militants par département. Forcément, tous ceux qui l'ont entouré sont très déçus. Après, c'est une campagne primaire. Vous savez, la politique maintenant, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, encore moins celle d'après-demain. Donc dans 8 jours, Hervé Mariton sera oublié. Aujourd'hui c'est sa mauvaise journée. Maintenant il va repartir et puis essayer de faire élire député de la Drôme. On sait à qui ça va profiter, le fait qu'il ne soit pas dans la course aux primaires? Oui, plutôt à François Fillon, oui, plutôt à François Fillon, puisque Sens Commun s'est rangé derrière François Fillon. On rappelle pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, Sens Commun, c'est un mouvement de droite hostile notamment au mariage pour tous. Et Hervé Mariton, parmi les candidats, les Républicains, je mets de côté M. Poisson, était le seul qui disait « je reviendrai sur le mariage pour tous ». Donc en effet, c'est François Fillon qui devrait bénéficier de ces voix-là. Peut-être d'autres, parce qu'il a aussi un gros réseau parmi les polytechniciens, les ingénieurs. Donc voilà. Alors le Dauphiné libéré, je ne sais plus si on dit libéré d'ailleurs, oui. Le journal de la Drôme, dont le rédacteur en chef est Jean-Pierre Souchon, consacre évidemment des pages à Hervé Mariton aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a une idée de ce que va être une possible réélection? Les législatives pour lui, ça se présente comment dans la Drôme? Il a toujours été élu, réélu, voilà. D'ailleurs, ça ne va pas l'impacter, voilà. Non, personne d'ailleurs ne lui a jamais reproché d'être à la fois maire et député, comme le 3/4 des maires qui sont très bien réélus députés. Donc oui, non, là, ça n'impacte pas. Thierry Dupont, un mot là-dessus? Oui, c'est quelqu'un qui laboure sa circonscription. C'est une circonscription très rurale. Vous avez consacré un dossier à lui il y a 4 mois. J'avais travaillé sur le personnage d'Hervé Mariton en tant qu'élu local. Et c'est vrai qu'il y a plus de 200 ou 250 communes. Il y a 243 communes. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui laboure le terrain. Voilà. Après, c'est une population un peu bigarrée, puisqu'il y a à la fois des gens, il y a des banlieues de Valence, vous avez à la fois des banlieues de Valence et puis des communes qui font moins de 100 habitants. Et puis très néo-rural sur certaines parties, je pense à Die notamment. Et le nucléaire aussi. Et puis de côté nucléaire. Donc c'est très divers comme circonscription. Lui, il a toujours réussi, il est un peu l'élément fédérateur dans ce territoire. Alors Thierry Dupont, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de l'Express, qui a une édition des villes, une édition locale. Aujourd'hui, le focus pour vous, et donc c'est la troisième personnalité qu'on va traiter aujourd'hui en focus régional, c'est Hervé Morin, qui est le président de la région Normandie. Et alors, ce que vous me disiez, c'est qu'il réussit pas si mal ses premiers pas à la tête de la région Normandie. Oui, l'enquête de notre correspondant Manuel Sanson montre que les débuts sont plutôt réussis. C'est quelqu'un Hervé Morin, c'est centriste, donc du nouveau centre. Il réussit à cultiver son image d'élu modéré et pragmatique. C'est quelqu'un qui écoute et qui discute avec son opposition, y compris du front de gauche, donc c'est à souligner. Alors, pour l'instant, je dirais qu'il a réussi à se faire des amis en ayant... Le titre de l'Express, c'est Hervé Morin est-il à la hauteur? Réponse globalement oui pour l'instant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, la première partie est plutôt positive. C'est quelqu'un qui a pour l'instant le chéquier généreux. Il a engagé déjà des travaux. 4 millions, je crois, pour la dessert portuaire de Caen. Il y a eu des contournements routiers en Seine-Maritime qui ont été votés. Et puis surtout, il a frappé assez fort avec son idée de régionaliser les trains intercités, et notamment les lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg. C'est son intérêt. Michel Urvois. Je connais bien Hervé Morin, c'est aussi la zone Ouest-France, bien sûr. Normandie. Hervé Morin a intérêt à dialoguer quand on sait les conditions extrêmement justes dans lesquelles il a été élu. Très peu de voix. Très peu de voix. Sur les trains intercités, j'en profite parce que c'est un vrai sujet. Les régions reprennent la compétence. Attention dans quelques années, parce que quand ça, vous en parlez souvent. Hein, oui, quand elles ont repris les lycées, quand elles ont vu l'état dans lequel elles avaient récupéré, il a fallu aligner les millions, et là les ressources se tarissent. Oui, c'est un gros dossier parce que je crois que la région va investir près de 700 millions d'euros en achat de matériel roulant. Et en 2015, le déficit de ces lignes était quand même de 46 millions. Alors, vous me fournissez une transition parfaite par rapport au papier de Michel Urvois dans Ouest France aujourd'hui, avec ces candidats à la primaire, au fond, qui font des promesses, et un déficit, une situation du pays potentiellement déficitaire qui va continuer de se creuser si tout ça est appliqué, Michel Urvois. Officiellement, les chiffres sont meilleurs. Les déficits se réduisent, pas la dette d'ailleurs, mais les déficits se réduisent.
Cet été, à Toulouse, Manuel Valls a commencé à dire qu'un peu de souplesse de la part de l'Europe, ce serait pas mal. Et puis on a vu progressivement, au fil des semaines, du côté de... On a vu la Cour des comptes d'abord douter des 2,7% annoncés. Et puis au fil des semaines, on a vu les candidats à la primaire dire non, ce sera 3,7, ce sera 4,2, ce sera 4,5, ce sera 4,7. On est sur une pente inquiétante, c'est ça que vous voulez dire. Mais alors, effectivement, si on baisse les impôts et que l'on veut avoir des politiques de relance, je ne vois pas d'autre hypothèse qu'un creusement des déficits. Avec un accroissement de l'écart avec l'Allemagne, non ? Alors, c'est là toute la difficulté. L'Europe, je ne vous fais pas de dessin, est dans un état de très grande fragilité. Si l'écart se creuse avec l'Allemagne, en plus du fait de la droite, qui serait un comble après les leçons de rigueur que nous ont données des gens comme Gilles Carrez à l'Assemblée nationale et d'autres, si on creuse cet écart-là, on risque d'aggraver, de fragiliser la relation entre les deux pays et donc d'apporter de la difficulté aux difficultés. Moi, je suis inquiet pour les mois. On peut être inquiet. C'est pourquoi les candidats à la primaire rivalisent d'idées pour réduire les dépenses. On parle de 50 milliards, de 100 milliards maintenant. Oui, mais il faudrait qu'ils nous disent comment quand même. Voilà. Il faudrait qu'ils nous disent lesquels. L'armée, non. Les juges, non. La police, non. À un moment donné, il faut dire comment on fait, quoi. Et personne ne le dit. Sur ce sujet, donc, votre papier dans Ouest France aujourd'hui. Thierry Dupont, un sujet territorial, une bagarre qui se prépare lundi au Conseil de Paris. Oui. Importante entre Anne Hidalgo contre la droite francilienne. Oui, il s'agit bien sûr de la fermeture des voies sur berge de la rive droite. Vraie polémique. Une vraie polémique. On a vu Anne Hidalgo être soutenue par Patrick Ollier de la métropole du Grand Paris, mais elle doit affronter tout le reste de la droite francilienne, à commencer par Valérie Pécresse, avec qui elle entretient d'habitude des relations plutôt agréables, j'allais dire. Bon, là, il y a un vrai sujet. Très concernant pour les Parisiens, oui, ceux qui roulent, ceux qui respirent l'air. Alors aujourd'hui, on voit bien que la mairie de Paris fait monter un peu ses soutiens, des pneumologues, des urbanistes qui sont spécialistes de la circulation routière. Tout ça pour dire que c'est avant tout comment dire, on peut faire changer les habitudes des Parisiens en transport. Lundi au Conseil de Paris. Oui, ce sera une grosse bagarre. Oui, deux mots là-dessus. Je pense qu'il est difficile de pénaliser un mode de transport si on n'a pas une solution alternative. Et cette affaire, pour moi, pose la question de toutes les métropoles. C'est-à-dire, est-ce qu'une ville-centre, dans l'intérêt des habitants de cette ville-centre, peut prendre des décisions qui seraient contraires aux intérêts des périphériques. Voilà. C'est la question de la compétence des métropoles. Ça tombe bien, Pascal Jalabert, vous consacrez le fait du jour aux bactéries qui résistent aux antibiotiques. Tuberculose, pneumonie, infections diverses arrivent. Vous me disiez que si on laissait faire en 2050, ça tuera plus que le cancer. Alors, est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que vous en préconisez quelques-unes dans vos journaux aujourd'hui ? Alors, c'est un vrai sujet. Pour expliquer, aujourd'hui, les bactéries s'habituent aux antibiotiques, elles les repoussent. Donc, du coup, les antibiotiques sont inefficaces et il faut trouver d'autres solutions dont nous avons appelé des spécialistes. Un plan d'urgence, oui, c'est l'ONU, c'est comme pour le climat, c'est un plan d'urgence qui est demandé. Et les spécialistes disent, il faut peut-être trouver des solutions, entre guillemets, plus naturelles que les antibiotiques. Il faut rappeler, Fleming, c'est quand même plus de 150 ans. Et aujourd'hui, ce que disent les spécialistes, c'est qu'il faut inventer des virus pacifiques qui détruisent ces bactéries, qu'il faut trouver des moyens plus naturels. Et figurez-vous que le pays qui en pointe là-dessus, c'est la Géorgie, un petit pays du Caucase, où aujourd'hui, y compris certains Français, ça se dit pas beaucoup, vont se faire soigner en Géorgie parce que les antibiotiques ne traitent plus leurs infections bactériennes. Là, c'est pas des problèmes de respiration de l'air, ces bactéries n'arrivent pas plus facilement à cause des problèmes de pollution, Thierry Dupont. Non, j'avoue que non. Non, parce qu'un lien entre pneumonie qui arrive, infections diverses, pollution de l'air, on voit bien, Pascal Jalabert, quand on lit votre dossier, que c'est devenu un problème pour les gens tous les jours. Quand il y a une alerte pollution, on ne peut plus circuler dans Paris, une voiture sur deux. Non, il y a un vrai problème sur les antibiotiques, c'est sur la contamination des cours d'eau. C'est de plus en plus, et on le voit que c'est d'ailleurs pris en compte de plus en plus par les syndicats de traitement des eaux. Moi, je l'ai vu assez récemment. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment prégnant maintenant dans leur réflexion pour... Alors, on arrive à la fin d'un cycle où les médicaments, les antibiotiques qu'on a inventés au siècle dernier, petit à petit, les bactéries, les infections s'habituent
habitués à tout ça et c'est compliqué. On sait que la France a été longtemps un des grands pays consommateurs, plus que d'ailleurs, je crois, un tiers de plus que ses 30% de plus. Ouais. Et alors on ne parle pas des antidépresseurs où on reste les champions du monde. Merci Pascal Jalabert, représentant le groupe EBRA dans cette matinale. Merci Michel Urvois de Ouest France et merci Thierry Dupont de l'Express, édition des villes. Michel Urvois, notre invité tout à l'heure à 8h, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat. Un peu breton lui aussi, il a une maison à l'île de Bas. Oui, en face de Roscoff. C'est un joli coin? Dites-nous comment c'est. C'est un très joli coin. Et c'est un coin très intéressant pour les amateurs de fruits de mer. Merci Michel Urvois. On passe au Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales et on le regarde tous ensemble. Cette tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement. Donc pour l'instant, on ne bouge pas les choses. Mais on bouge pas les choses. Discutez. Mais Jean-Jacques Bourdin, enfin, je ne suis pas, moi, à la tête du culte musulman. D'accord. Enfin, il suffit de faire quoi? Alors dites-moi. Non. Les convois humanitaires sont attaqués. Des armes chimiques sont utilisées. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à dire. Ça suffit. C'est surtout François Hollande, ça suffit. Parce que l'impuissance de la France dans le conflit syrien, son impuissance sur la scène européenne face au drame des réfugiés, c'est ça dont j'ai envie de dire, ça suffit. Nicolas Sarkozy en visite à Calais. Le candidat à la primaire de la droite veut mettre la crise des migrants au centre de sa campagne. Hasard ou mise en scène, en ouvrant une remorque transportant de la mousse, le candidat entouré de plusieurs élus, dont le président de la région, Xavier Bertrand, tombe nez à nez avec 12 migrants, des Afghans et des Syriens. Calais, c'est une honte. C'est une honte pour la France. Il faut garder une capacité d'indignation. C'est malheureux sur les êtres humains, vous avez raison. Mais c'est pas parce qu'ils sont malheureux qu'ils peuvent se permettre de couper des rondins, d'attaquer les camions. Je regrette effectivement que Calais devienne un objet politique. Un objet de campagne électorale, parce qu'on sait tous que dans les campagnes électorales, en règle générale, les mots dépassent souvent la pensée et les mots dépassent souvent la réalité de ce qu'on peut faire. Et cette campagne présidentielle s'ouvre sous de mauvais auspices parce qu'on parle beaucoup de... La question sécuritaire plus que du social. Évidemment, évidemment. La liste des candidats à la primaire de la droite et du centre est désormais officielle. Elle vient d'être rendue publique à l'instant par la haute autorité chargée d'étudier la validité des candidatures. Pas de suspense vous concernant? Rien, c'est sûr? Mais non, il n'y a pas de suspense. Il y a une ou deux personnes qui essayent de l'entretenir, qui sont les mêmes qui pendant 6 mois ont dit « Oh, elle n'y arrivera pas, la pauvre chérie ». Vous empêchez psychologiquement parce que je pense qu'ils ont un problème. Ils ont un problème avec le fait. Ça doit les angoisser. Ils seront donc 7 en tout, une femme et 6 hommes. Vous les découvrez ici par ordre alphabétique. Hervé Mariton a été recalé et n'a pas rassemblé les 250 élus, dont 20 parlementaires. Visiblement, je crois que c'est 93 parrainages qui posent problème. Voilà, alors si vous en avez déposé, oui, mais vous en avez déposé 2520. Vous vous dites, j'en ai 20 de marge. Mais si, effectivement, sur les 2520, vous en avez 90 qui soit n'ont pas payé, soit n'ont pas signé, soit en doublon, vous êtes trop juste. J'ai, sur le plan humain, une pensée pour Hervé parce que l'épreuve doit être difficile à supporter et à vivre. Voilà, donc je n'arrive pas à me réjouir complètement de cette nouvelle, même si, évidemment, politiquement, ça ouvre un champ qui est un peu nouveau pour moi. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour, un peu plus de 8h, c'est l'heure de l'invité politique de Territoire d'Info, la matinale télé de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, c'est Gérard Larcher. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment président du Sénat et sénateur des Yvelines. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour à tous. Et Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour, Véronique. Gérard Larcher, Bernadette Chirac et Jacques Chirac sont tous deux hospitalisés à l'hôpital de la Salpêtrière. La famille demande le respect de leur tranquillité. Vous les connaissez bien, vous avez été ministre de Jacques Chirac. Avez-vous des nouvelles Je respecterai leur tranquillité. J'ai simplement une pensée pour eux deux. C'est vrai, j'étais le ministre du Travail de Jacques Chirac dans 2 gouvernements. Et avec Bernadette Chirac, nous sommes beaucoup mobilisés pour les hôpitaux, et notamment pour les enfants. Dans les hôpitaux, à l'époque où j'étais le président des hôpitaux publics de ce pays. Alors,
laissons-les. Vous trouvez qu'on n'a pas été un peu vite en besogne hier sur les réseaux sociaux, sur tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, au fond, là-dessus? Je crois qu'il faut que collectivement, sur les réseaux sociaux et ailleurs, nous fassions extrêmement attention. Hier, Jacques Chirac, mais souvenez-vous, au plan politique, un de vos confrères et des réseaux sociaux qui interprète le discours de Bruno Le Maire à la Baule. Tout ça nécessite qu'on prenne un peu de temps de réflexion, de recul. C'est très bien d'être sur l'événement, mais des fois on le déforme, ou alors on rentre dans le cœur de la vie des gens et on la brise parfois. Véronique Jacquier, Sud Radio. Bernard Cazeneuve hier au Sénat pour évoquer la répartition des migrants dans la région. Finalement, le ministre de l'Intérieur met de l'eau dans son vin puisqu'il dit il y aura concertation avec les élus et ça ne coûtera rien aux communes. Sur ce point-là, vous croyez le ministre de l'Intérieur ? Écoutez, pourquoi je ne le croirais pas? C'est un engagement qu'il a pris devant la commission des lois du Sénat. Nous avons un rapporteur, François-Noël Buffet, qui suit ce dossier avec la plus grande attention. Mais en même temps, il faut démanteler Calais. En même temps, il faut concerter les élus. Ça ne se passe pas sans les élus. Je vis cette expérience, pas moi, mais le maire du canton de Rambouillet, un des maires, le vit depuis plusieurs mois. Et quand ça se fait en concertation avec les élus, les choses peuvent se passer d'une manière qui soit convenable. Il faut en même temps contrôler les frontières. Et puis, dans le cas de Calais, il faut absolument renégocier avec les Britanniques. Cet accord, il a 13 ans. Je vous rappelle qu'il était la suite, Sanguette, une rame du Kosovo. On n'était pas du tout dans la même situation. Le vrai sujet, c'est aussi l'inadaptation du droit d'asile en France et en Europe. Des procédures trop longues, des reconduites inexistantes, des procédures de régularisation, notamment la circulaire de 2012, qui sont incitatives. C'est vraiment sur ce sujet-là. Donc, à la fois, il faut traiter avec humanité, en même temps avec objectivité, et il ne suffit pas de démanteler pour que dans quelques semaines, un autre Calais naisse. Et vous avez vu aussi peut-être ce sondage, 57% des Français ne veulent pas de l'accord qui a été signé, en tout cas du plan de Bernard Cazeneuve, et notamment les communes de moins de 20 000 habitants. Il y a une vraie peur des maires aujourd'hui. Oui, mais c'est pas illogique. Moi, je vis une expérience dans une commune à 15 km de Rambouillet, où le maire, mais aussi Humanisme et Habitat, qui est une association d'inspiration chrétienne, fait un accueil. Quand l'ensemble, j'allais dire, du monde, des responsables élus, du monde associatif, des départements travaillent ensemble, on peut apporter des solutions. On peut apporter des solutions, mais en même temps, si on ne contrôle pas les frontières, sujet que j'ai abordé, par exemple, avec le Premier ministre de Serbie, c'était une grande voie de passage. Depuis le blocage de la frontière grecque, ça n'est plus une voie de passage. Mais il voit arriver aujourd'hui des milliers d'Afghans qui s'installent en Serbie. Donc un sujet qui est posé à toute l'Europe, et il va falloir faire très vite après Bratislava, parce qu'au fond, le sentiment des citoyens, c'est qu'on ne contrôle plus rien. Et c'est leur sentiment de doute vis-à-vis de l'État, et c'est leur sentiment de doute vis-à-vis de l'Europe. Nicolas Sarkozy, hier, qui était à Calais, dit il ne faut pas accueillir, il faut accueillir que ceux qui ont un statut de réfugié et expulser les autres. Il a raison. Bien sûr, parce que l'application du droit d'asile, c'est quand on est débouté du droit d'asile, eh bien, cette décision vaut instruction, ordre à quitter le territoire français. Parce que si on n'exécute pas les conséquences des décisions sur le droit d'asile, quelque part, on affaiblit le droit d'asile, donc la valeur qu'il porte, et en même temps, on décrédibilise les États, l'État et le droit. Calais, Véronique Jacquier, Sud Radio. Les migrants devient un thème de campagne, notamment pour les candidats à la primaire de la droite. Est-ce qu'on part pas là aussi dans une surenchère quand on entend hier Nicolas Sarkozy entre ce que dit l'ancien président et ce qu'il est possible de faire? C'est d'abord un problème pour les habitants de Calais, pour les habitants de la région des Hauts-de-France. Il faut avoir été sur place. Moi, j'ai connu Calais sur les quais. Et le premier des sujets, c'est que la population de Calais fait montre
d'une grande patience et j'allais dire d'une citoyenneté qu'il faudrait d'abord souligner. Oui. Et son exaspération, elle est compréhensible. Et c'est vrai que je comprends leur réaction face à la décision du mur avec les Britanniques. En fait, il faut reconnaître aussi avec les Britanniques. Je crois que c'est un de vos confrères qui disait qu'il y avait un côté mur de la honte. C'est vrai que ça y ressemble. Monsieur le Président, si je peux aller plus loin que la question de Véronique pour accompagner. François Fillon, vous étiez hier au meeting au Cirque d'Hiver, il a dit Nicolas Sarkozy comme Alain Juppé porte une part de responsabilité sur la focalisation autour de l'identité, autour de l'islam. On ne parle pas des vrais sujets des Français dans cette campagne. Elle a été capturée, cette campagne. Moi, j'ai toujours dit que le premier des sujets, c'était le chômage, l'économie, la croissance, le modèle social. Mais la question religieuse, elle est posée. Souvenez-vous de mon rapport au président de la République, avril 2015. Et on est à la suite du drame de Charlie Hebdo, de l'hypercachère, de l'assassinat de cette policière. Je dis au président de la République, le fait religieux, il est en train de s'imposer dans notre société. La République, dans sa laïcité, doit le traiter. Donc l'État doit le traiter. Alors, la question de l'islam est posée. Oui. Elle est posée depuis un certain nombre d'années, mais aujourd'hui elle est posée avec acuité. On voit bien que, par exemple, le ministère du Travail, que je connais bien, se prépare à publier à la fin du mois d'octobre un guide de conseil aux chefs d'entreprise sur la relation aux religieux. Enquête du Parisien, plus 15% de faits religieux dans les entreprises, plus 15%. Ça vous inquiète? C'est pas que ça m'inquiète, je dis que c'est un fait. À partir de ce moment-là, il faut le traiter. Voilà pourquoi l'article dans la loi travail qui prévoit que le règlement intérieur peut prévoir une neutralité qui n'est pas la discrimination du croyant, mais aussi le respect, par exemple, du principe d'égalité homme-femme ou de la sécurité au travail. Eh bien, ce principe de neutralité qui est dans la sphère du public, elle doit s'appliquer si le chef d'entreprise en décide ainsi, à l'intérieur des entreprises. On peut avoir une relation à la fois respectueuse et apaisée avec les religions, qui sont un fait, et je suis moi-même quelqu'un Mais si le salarié ne veut pas respecter la neutralité, que fait le chef d'entreprise? Eh bien, il peut procéder à toutes les sanctions. On est dans un motif tout simplement de l'application du respect du Code du travail. C'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est l'invité de Territoire d'Info, la matinale d'info de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Gérard Larcher, vous êtes l'un des sages de cette campagne des primaires. Les Français ne sont pas au courant des modalités de ce vote. C'est très compliqué, ils le perçoivent en tout cas de manière compliquée. Comment peut-on y remédier? Est-ce qu'il est prévu une campagne? Qu'est-ce qui va se faire de concret pour qu'ils aillent voter? En tous les cas, il y a un sondage il y a quelques jours qui démontrait que quand même 67% des Français étaient en train de comprendre ce qui se passait. Non mais les modalités, les modalités, elles sont très simples. 20 et 27 novembre. Si vous vous sentez proche des familles de la droite et du centre, vous irez dans un bureau de vote, qui n'est pas tout à fait votre bureau de vote habituel, vous adhérerez à la charte des valeurs, c'est-à-dire je suis pour l'alternance et je me reconnais dans ces valeurs, vous donnerez 2 euros, 2 euros, c'est important. Et puis vous voterez. Et à partir du 30 septembre, vous pourrez sur le site de la haute autorité, savoir quel est votre bureau de vote. Vous cliquez Larcher Rambouillet et vous saurez que j'irai à la salle Patnaud. Hier soir, vous étiez au meeting de François Fillon au Cirque d'Hiver. Vous sentez un engouement là? Elle décolle sa campagne. Il y avait 2400 personnes. Il y avait beaucoup de monde. On était sur, j'allais dire, des sujets. Je pense à l'éducation, je pense au travail, je pense aussi à la question de la sécurité de notre pays. Il y a eu un vrai échange avec ceux qui étaient présents. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Et vous savez, ceux qui disent mais on va retenir les petites phrases, les petits mots, c'est une compétition la primaire. Il faut marquer la différence de sa sensibilité, de ses idées, de ses projets. Moi je chemine depuis très longtemps avec François Fillon. Tout le monde. Beaucoup, hein. Mais alors, vous étiez à sa rentrée politique dans la salle. Mais je le défends beaucoup. Je dis ce que je pense, ça a fait suffisamment. Vous l'avez recadré. Et après la Sarthe, j'ai été aussi de ceux qui ont insisté sur la nécessité d'un projet social
et sociétale. Je dis, et ça fait parfois ma différence avec un certain nombre de candidats à la primaire, on ne peut pas mettre par-dessus bord les corps intermédiaires. Je pense aux syndicats et aux autres. Hier soir, dans ce meeting, il y avait quand même beaucoup de personnes de sens commun qui ont pris la parole également. Hervé Mariton, qui n'est plus dans la campagne aujourd'hui, captait cet électorat. Aujourd'hui, c'est François Fillon qui va prendre l'électorat du mariage pour tous. Attendez, moi j'ai un souvenir du débat ici sur le mariage pour tous. J'étais sénateur à mon banc. J'ai participé à quasiment tout le débat. Et j'ai voté contre le projet de loi présenté par Mme Taubira. Mais en même temps, comme François Fillon, j'ai dit que j'étais de ceux qui ne seraient pas favorables à l'abrogation, parce que pour moi, c'était devenu la loi de la République, qui avait des réalités. Ça vous a pas choqué qu'il soit présent hier soir ? Pas du tout, puisque nous avons dit, nous réécrirons, notamment en ce qui concerne l'enfant et la filiation. C'est pas une surprise. Et peut-être que ne pas changer ne serait pas une vertu. Je considère que sur un sujet de société, c'est une vertu de tenir la parole. Alors, un sujet de société. 3 ans plus tôt. Un sujet de société. Gérard Larcher, oui, Najat Vallaud-Belkacem veut rendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, donc c'est plus 16 ans, c'est 18 ans bientôt, pour lutter, dit-elle, contre le décrochage scolaire. Est-ce que ça vous paraît pertinent de garder les enfants à l'école, enfin, les jeunes à l'école jusqu'à 18 ans ? Lutter contre le décrochage scolaire, c'est se préoccuper de la maternelle et de l'école élémentaire. Parce que le décrochage, il a lieu là. Et je vois bien qu'une des préoccupations, notamment dans un certain nombre de territoires, c'est les enfants qui ne sont pas mis en maternelle, parfois de manière volontaire, ou qui connaissent des maternelles dans d'autres lieux qui ne sont pas tout à fait des lieux qui portent les valeurs de la République. Quant à l'idée de 18 ans, j'amène à penser que nous avons le même nombre de décrocheurs qu'il y a 30 ans. Depuis, on a fait le lycée massifié. Avant, on avait fait le collège unique. Il faut plutôt se poser la question, ensuite, d'éviter le décrochage avant le CM2 et d'orienter les enfants et de donner enfin leur vraie lettre républicaine, je n'ai pas utilisé noblesse, aux formations par alternance qui permettent la réussite. Gérard Larcher, une question sur la fronde également dans les territoires. Après la baisse des dotations aux collectivités, l'État demande à certaines communes, 164, de mettre la main à la poche. Il faut payer pour rembourser et pour éliminer la dette. Ça s'appelle comment ? De la solidarité territoriale ? Non, c'est... Voilà pourquoi la réforme de la DGF est indispensable. Voilà pourquoi la réforme du fonds de péréquation. Et le président de la République a déjà oublié un de ses engagements du congrès de l'Association des maires de France. Il nous avait dit, il faudra faire sans trop tarder. Et trop tardé. Il a oublié parce que je vois bien que c'est la nouvelle majorité qui sera issue des élections du printemps prochain qui devra se mettre à cette réforme indispensable des dotations au territoire. Il y a une France. J'étais à Illiers-Combray. C'est pas très loin de Paris, Illiers-Combray. C'est la terre de Proust. On est entre Perche et sud de Beauce. Et c'est des territoires qui ont le sentiment d'être abandonnés, méprisés, et qui d'ailleurs se donnent soit dans les bras de l'abstention, soit dans les bras du Front National. Et avec Albéric de Montgolfier, avec les élus locaux, il faut redonner un avenir aux territoires ruraux. Et voilà pourquoi, y compris les réformes de dotation, c'est une manière d'indiquer la voie de l'avenir. Gérard Larcher, Jean-Yves Le Drian s'envole demain pour l'Inde. Elle a clé un contrat de 36 rafales pour plusieurs milliards d'euros. C'est sous ce quinquennat qu'il y a eu le plus de ventes, on en a vendu le plus. Alors, c'est le meilleur ministre de la Défense de la Ve République, comme le disait Serge Dassault sur ce plateau l'année dernière ? En tous les cas, c'est un ministre de la Défense qui assume sa fonction. J'étais vendredi avec le rapporteur de la Commission des Finances sur le Charles de Gaulle, juste avant qu'il n'appareille. Et j'ai vu des femmes et des hommes, il y a 12% de femmes embarquées sur le Charles de Gaulle, qui sont au service des armes de notre pays pour combattre le terrorisme. Et je veux leur rendre hommage. Et il est vrai que l'avion Rafale, et j'ai rencontré les pilotes, est vraiment un avion exceptionnel, dans sa version marine, comme dans sa version de l'armée de l'air. Et je me réjouis pour notre industrie, pour nos ingénieurs, de voir que cet avion, qui est le meilleur au monde, c'est ce que disent tous les pilotes, alors Gérard Larcher puisse contribuer. Gérard Larcher, VRP aussi du Rafale. Merci, Monsieur le Président. VRP de la France, surtout. Merci, Gérard Larcher, d'avoir été notre invité. On passe au débrief de vos propos dans un instant.
Voilà pour le débrief de l'invité de la matinale d'info, Gérard Larcher, qui quitte ce plateau. J'accueille à nouveau, ils étaient là dans la première partie de Territoire d'info, Pascal Jalabert du groupe EBRA et Michel Urvois de Ouest France. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bernadette Chirac et Jacques Chirac sont tous deux hospitalisés à l'hôpital de la Salpêtrière. La famille demande le respect de leur tranquillité. Gérard Larcher les connaît bien, il a été ministre de Jacques Chirac et il a dit qu'il fallait réfléchir à prendre du recul sur cette affaire, ne pas faire des annonces à tout bout de champ. Comment on peut gérer ça? Au fond, c'est un vrai problème. On l'a vu hier avec l'emballement des réseaux sociaux, avec le tweet de Christine Boutin. Pascal Jalabert. Oui, c'est indécent, c'est indigne, c'est indicible. Voilà. Que ce soit pour Jacques Chirac ou pour quelqu'un d'autre, on n'a pas, dans ces moments-là, à interférer dans la vie, dans les choix d'une famille. Donc, en effet, il faut prendre la distance, il faut être raisonnable. Mais hier, c'était terrible. On a eu un tweet de Christine Boutin, qui est ancienne ministre, à qui on peut faire confiance. Est-ce qu'on est obligé de commenter? Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un fait tellement odieux qu'il se suffit à lui-même. Mais ce qu'a dit Gérard Larcher est très intéressant, parce que d'abord, ça lui ressemble. Le respect des personnes, etc. Là, le recul. Le recul. Et alors justement, c'est là-dessus que je voulais dire un mot. Je pense Gérard Larcher est très sensible à cette précipitation médiatique et aux conséquences de cette précipitation. Pour en avoir parlé avec lui, je sais qu'il se soucie des effets que ça peut avoir sur le degré et la manière de réfléchir des gens. Cette accumulation de faits, cette précipitation qui empêche de relier des faits entre eux. Donc d'avoir une réflexion un peu globale sur des sujets qui sont de plus en plus compliqués. C'est quelque chose qui le préoccupe et il a raison parce que je pense que c'est une question qui est posée à notre système démocratique. Pascal Jalabert, le sentiment des citoyens est que l'on ne contrôle plus rien, a dit Gérard Larcher. C'est vrai que c'est un sentiment important aujourd'hui qui transparaît dans toutes les études qu'on a. Oui, c'est un sentiment qui transparaît. Il a pris l'exemple des migrants et je crois que c'est un bon exemple. Avant-hier, il est tombé une information qu'a donnée l'ONU. En Europe, depuis le début de l'année, 300 000 migrants sont arrivés via la Méditerranée. 300 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse se répartir sur tout le territoire. On gère. Donc, les gens ont l'impression, on ne sait pas où ils sont. Sont-ils contrôlés? Combien de temps il faut pour, en effet, mettre en place une procédure d'asile? Où sont-ils logés pendant qu'ils sont dans leur dossier? Tout cela n'est pas géré. Donc la population ne comprend pas. Et c'est bien normal. Une peur des maires est illogique, Michel Urvois? Non, elle se comprend en tout cas. Mais on parlait de la manière d'informer. Et vous voyez, à l'heure de l'Internet, à l'heure de l'audiovisuel en continu, on voit bien que ces questions-là monopolisent, elles monopolisent la sphère de l'information et la sphère des préoccupations des gens. On accueille en France, combien? 30 000 réfugiés, 1 million en Allemagne. Combien on a accueilli d'Espagnols qui ont fui le franquisme? 600 000. 600 000. On était dans des proportions bien plus importantes. On le savait moins. En Bretagne, je vois ici ou là des manifestations se produire contre l'accueil de quelques dizaines de migrants, en plus avec comme le disait Gérard Larcher, avec l'accord des élus, des associations, etc. On avait accueilli 10 fois plus d'Espagnols ou 100 fois plus d'Espagnols. Donc, mais je pense qu'il faut raison garder sur ces questions-là. Après, il faut bien sûr être beaucoup plus ferme, beaucoup plus actif dans les politiques européennes qui permettent d'éviter l'afflux. Pascal Jalabert, Gérard Larcher a dit que quand l'ensemble du monde associatif et des collectivités locales travaillaient ensemble, on pouvait y arriver. Voilà. Bien entendu. Le tout, c'est une question, encore une fois, d'anticipation, de préparation. Sur les migrants, je voudrais rappeler une chose. Les pays qui accueillent le plus de migrants de Syrie et d'Afghanistan, c'est pas la France, c'est même pas l'Allemagne, c'est le Liban, c'est la Jordanie. Et c'est les pays africains entre eux. Et c'est les pays africains entre eux. Donc, au bout d'un moment, regardons ce qui se passe et gérons tout ça avec de l'anticipation. L'ONU est là pour ça, l'Europe est là pour ça. Et c'est vrai, pour reprendre l'expression de De Gaulle, aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des machins qui enregistrent les situations et qui les gèrent dans l'urgence. Au lieu de les anticiper, ils sont comme l'information, ils fonctionnent à la réaction et à l'urgence. Michel Urvois, Gérard Larcher, qui était notre invité ce matin, a quand même
a dit qu'il comprenait bien l'exaspération de la population de Calais. Il a dit « je les comprends ». Et il y est allé lui-même. Et donc là aussi, il y a un décalage entre ce que les gens sur place perçoivent et la réalité de l'ensemble. Oui, mais là, on est face à un phénomène de concentration. Enfin, je veux dire, les habitants de Calais et les gens qui font l'économie de Calais sont assez naturellement inquiets. Enfin, je ne vois pas comment on ne le serait pas autrement. Là, c'est la concentration, c'est l'abcès. Donc la dissémination est une bonne chose ? Mais on ne peut. Comment faire autrement ? Enfin, bien sûr, il faut gérer l'afflux de migrants, globalement, au niveau européen, mais ceux qui sont là, il faut bien qu'on trouve une solution. Donc la répartition, je pense, effectivement, est probablement la moins mauvaise des solutions. On va conclure ce débrief peut-être par les primaires. Moi, je lui ai posé une question sur les modalités des primaires, que lui a l'air de trouver simples, mais que les gens ne trouvent pas très simples. Pascal Jalabert. Alors, nous allons faire notre travail de quotidiens régionaux en publiant dans nos élections locales, comme nous l'avions fait en 2011. C'est une des clés du résultat des primaires, hein, la simplicité d'accès à voter. Voilà, je crois qu'il faut des listes de bureaux de vote que nous allons publier, qui seront aussi disponibles sur Internet. Voilà, je crois qu'il a bien résumé, 2 €, un bulletin de vote, être inscrit sur les listes. Après, la question, c'est que les bureaux soient quand même accessibles aux populations. Là, ça, c'est leur job, hein. C'est pas le nôtre. Nous, c'est juste de dire où ils sont. Il est clair qu'il ne faudra pas que quelqu'un ait 40 km à faire pour aller voter. Ouest France va faire pareil, Michel Urvoas ? Absolument, on donnera bien sûr l'implantation des bureaux. Je pense que les informations pratiques, elles sont assimilées par les gens au dernier moment. Donc c'est pas. D'abord, on ne connaît pas aujourd'hui le lieu d'implantation des bureaux. Voilà. Donc attendons. Non, les choses sont assez simples. En revanche, là où ça peut buter, c'est que les gens ne savent pas qu'ils ont le droit, la possibilité de voter. Ils pensent que c'est réservé aux adhérents des Républicains, alors que c'est ouvert, dans le principe, à tout le monde. À propos de la primaire, chez les Républicains, il reste 1 minute. Il a réaffirmé son soutien à François Fillon. Il est ferme, Gérard Larcher. Il est constant. Je crois que là, maintenant, celui qui changerait d'avis, ça serait assez étrange. Non, mais Fillon décollant pas, on pourrait imaginer que oui, François Fillon décolle pas. Attention, les sondages, on est au début de la campagne. Donc bon, Gérard Larcher a des convictions, il soutient le candidat depuis le début, il a même rappelé à l'ordre, hein, il n'a pas hésité à le faire, donc c'est normal. François Fillon a une bonne cote, et une bien meilleure cote que les intentions de vote. C'est une caractéristique de la primaire, on vote pour celui dont on va penser qu'il fera gagner son camp. Donc, tout est ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les autres. Et c'était déjà tout est ouvert. Cas ? Non, je dis, ils voteront pour ceux dont ils pensent qu'il fera gagner leur camp. C'est comme ça que François Hollande a gagné en 2011, et même quand c'était les militants, Ségolène Royal avait battu Fabius et Strauss-Kahn parce qu'elle avait les meilleurs sondages. Merci Pascal Jalabert du groupe EBRA, merci Michel Urvoas de Ouest France. On regarde ensemble le premier zapping des matinales politiques, le Zap Élysée de Christophe Comte-Barieux, dans un instant. Cette tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement. Donc pour l'instant, on ne bouge pas les choses. Mais on bouge pas les choses. Discutez. Mais Jean-Jacques Bourdin, enfin, je ne suis pas, moi, à la tête du culte musulman. D'accord. Il suffit de faire quoi ? Alors dites-moi. Non. Les convois humanitaires sont attaqués. Des armes chimiques sont utilisées. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à dire. Ça suffit. C'est surtout François Hollande, ça suffit. Parce que l'impuissance de la France dans le conflit syrien, son impuissance sur la scène européenne face au drame des réfugiés, c'est ça dont j'ai envie de dire, ça suffit. Nicolas Sarkozy en visite à Calais. Le candidat à la primaire de la droite veut mettre la crise des migrants au centre de sa campagne. Hasard ou mise en scène, en ouvrant une remorque transportant de la mousse, le candidat entouré de plusieurs élus, dont le président de la région, Xavier Bertrand, tombe nez à nez avec 12 migrants, des Afghans et des Syriens. Calais, c'est une honte. C'est une honte pour la France. Il faut garder une capacité d'indignation. C'est malheureux sur les êtres humains, vous avez raison. Mais c'est pas parce qu'ils sont malheureux qu'ils peuvent se permettre de couper des rondins, d'attaquer les camions. Je regrette effectivement que Calais devienne un objet politique. Un objet de campagne électorale, parce qu'on sait tous que dans les campagnes électorales, en règle générale, les mots dépassent souvent la pensée et les mots dépassent souvent la réalité de ce qu'on peut
faire. Et cette campagne présidentielle s'ouvre sous de mauvais auspices parce qu'on parle beaucoup de... La question sécuritaire plus que du social. Évidemment, ouais. évidemment. La liste des candidats à la primaire de la droite et du centre est désormais officielle. Elle vient d'être rendue publique à l'instant par la haute autorité chargée d'étudier la validité des candidatures. Pas de suspense vous concernant? Rien, c'est sûr? Mais non, il n'y a pas de suspense. Il y a une ou deux personnes qui essayent de l'entretenir, qui sont les mêmes qui pendant 6 mois ont dit « Oh, elle n'y arrivera pas, la pauvre chérie ». Vous empêchez psychologiquement parce que je pense qu'ils ont un problème. Ils ont un problème avec le fait. Ça doit les angoisser. Ils seront donc 7 en tout, une femme et 6 hommes. Vous les découvrez ici par ordre alphabétique. Hervé Mariton a été recalé et n'a pas rassemblé les 250 élus, dont 20 parlementaires. Visiblement, je crois que c'est 93 parrainages qui posent problème. Voilà, alors si vous en avez déposé, oui, mais vous en avez déposé 2520. Vous vous dites, j'en ai 20 de marge. Mais si, effectivement, sur les 2520, vous en avez 90 qui soit n'ont pas payé, soit n'ont pas signé, soit en doublon, vous êtes trop juste. J'ai, sur le plan humain, une pensée pour Hervé parce que l'épreuve doit être difficile à supporter et à vivre. Voilà, donc je n'arrive pas à me réjouir complètement de cette nouvelle, même si, évidemment, politiquement, ça ouvre un champ qui est un peu nouveau pour moi. Voilà, fin de cette matinale d'info. C'était Territoire d'info avec Public Sénat, Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin à la même heure. Bonne journée à tous. Merci.